Vous adorez ce drill, hein, c'est normal, il est super. C'est un drill que j'ai adoré créer, que j'ai présenté à Paris, il est génial. Mais venez par ici si vous pouvez vous les. Bon, vous avez eu le petit du stage, non? Le petit du stage, c'est le PHL, désolé pour une prononciation dégueulasse, je ne suis pas Germano-Loc. Oui, le PHL, je ne sais pas faire le. Tu vois, le. Il faut tout faire. Ouais, bah, je sais pas quel. Bon, exactement, vous voyez ça? Parfait. Ça veut dire, il y a des gens comme ça, ils font. Voilà, ça veut dire l'approche. Alors l'approche, c'est à la fois, chez les germaniques, c'est à la fois un concept qui définit en fait ce que les Anglais ont traduit par free fencing, c'est-à-dire tous les mouvements qu'on fait avant de croiser le fer, avant de vraiment aller dans le liage par exemple, ou d'aller sur une attaque, sur une ouverture, sur une parade de l'adversaire, tout ce qu'on fait avant, donc tout le travail de préparation qui implique le changement de garde, ce qui implique le comportement qu'on veut prendre et qu'on veut faire adopter à son adversaire, donc c'est un peu du mind game, on verra comment on fait ça dans le Fechten. Donc ça c'est pour le concept. Et le Fechten, il est intégré dans un système de distance, c'est-à-dire, ceci est une lisse, okay. Le point référence avec notre adversaire, on a imaginé que notre adversaire reste dans son coin. Okay. Première zone ici, là, oh, je vais d'ailleurs aller plus loin, si mon adversaire reste là, je vais donner plus loin. Ici, donc vous êtes ici. Cette zone-là, si votre adversaire reste là, c'est votre zone de Fechten, c'est l'approche. Okay. Dans cette zone, en fait, vous êtes relativement tranquille pour venir faire vos déplacements, pour l'utiliser pour prendre du temps, pour faire les changements de garde, pour essayer de l'impressionner, pour faire du jeu d'approche type Meillère, donc avec des beaux changements de garde, des belles invites, etc. Okay, du démonstratif. Une fois que vous avez franchi la zone du Fechten, vous arrivez dans cette zone-là où vous pouvez être à portée de pointe de votre adversaire et commencer à travailler par exemple dans le liage, pour faire des effets sur celle-là. On est dans la zone de Arbeit. L'Arbeit, c'est l'ouvrage. Okay. Dans l'ouvrage, on va travailler du liage, on va travailler des actions au fer, mais on va aussi travailler de la feinte. Okay. Une fois que vous avez passé l'ouvrage et que vous êtes dans une zone où on est réellement proche, où si je tends les bras là et que je fais à peine un demi-pas, je touche mon adversaire, on est dans la zone d'ouverture, c'est la zone avant le ringen. Le ringen c'est la lutte, okay. Bizarrement on va phase d'entrer en lutte. Ben, dans cette zone de jeu très court, et qui est encore une zone où on peut faire de la taille, c'est la zone d'ouverture, tout simplement parce que c'est la zone où je prends une ouverture sur mon adversaire. Okay. C'est de loin des trois la moins intéressante. Dans le cadre du stage qu'on va faire, c'est la moins intéressante. Voilà. Ça, c'est pour définir les distances. Avant d'aller dans le dur des distances, je vais vous faire un petit schéma, qui est un schéma que j'appelle le schéma de la connaissance. Le schéma, c'est un entonnoir, exactement. Donc, l'entonnoir de la connaissance. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Au sommet, il y a toutes les techniques qui existent dans l'escrime, dans notre escrime, dans l'escrime germanique. Là, on est sur vraiment le plus haut niveau, c'est tout ce qui existe. Okay. Parmi toutes ces techniques qui existent, il y a les techniques que vous connaissez. Là, vous connaissez pas tout, mais là, vous connaissez. Donc, on aurait dit entonnoir. Ça, c'est des techniques connues. Okay. Vous allez me dire que c'est un peu obtus, ça, ce que je suis en train de faire, mais c'est important. Parmi les techniques que vous connaissez, il y a les techniques que vous maîtrisez. Okay. On réduit encore. Ça me rappelle le schéma du cheval. Quel cheval? Tu n'as pas vu le cheval de Meyer? Non. Ah non, tais-toi. Toi, il dit chaud. Oui. Okay. Mais moi je vois. Les techniques qu'on maîtrise. Okay. Et ensuite, en combat, parmi les techniques qu'on maîtrise, des techniques qu'on a choisies. Okay. Celles qu'on choisit de faire, choisit de mettre en œuvre. Et une fois qu'on a la technique qu'on a choisie, on a l'exécution de cette technique, le déroulé de cette technique en application directe en combat. Okay. Voilà, l'application. Application à 2P. 2P. Merci. Merci les Belges pour parler mieux français que moi. Je suis pas belge, je connais. Ouais, j'ai pas regardé qui était. Ouais, merci les lignes pour parler mieux français que moi, en même temps c'est normal. Vous êtes un peu de France là. Ok. Pourquoi je vous fais ce schéma? À quoi ça sert de faire un schéma comme ça qui est aussi obvious? C'est rapport à une phrase qui est très importante lorsqu'on vient parler du Fechten, qui est une phrase d'introduction du MS 3227A. Attention, ça se la pète avec les numéros de manuscrits. Le MS 3227A, c'est le pseudo de Bringer. Okay. De Bringer qui est, le pseudo de Bringer, ce serait le premier manuscrit d'escrime germanique d'Odyssée de Lichtenberg. Okay.
Il dit une phrase, mais ça serait. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il paraît que non, il paraît qu'on mitonne, et en fait c'est Fior le premier et il pratiquait la date. Mais c'est les guillemets. C'est pas le. Qu'est-ce qu'il dit dans le pseudo Miller en fin d'introduction? Il dit une phrase qui est très intéressante, c'est qui est attribuée à Lichtenauer, Lichtenauer a dit ça, c'est si tu te sais fort avec une technique, avec une pièce, alors empare-toi de cette technique, de ton cœur, de ton âme, et on se fait tout pour qu'elle réussisse. La dernière partie de la phrase, c'est « et par la grâce de Dieu, tu vaincras ». Bon, on va laisser Dieu de côté pour le stage, parce que de toute façon il est occupé ailleurs, il en a parlé. Et on va juste se concentrer sur le début de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en tant que pratiquants, qui travaillons moult techniques, parmi toutes les techniques qui existent et les techniques qu'on connaît, on va sentir à un moment donné qu'on en maîtrise une plus qu'une autre. Au moins, on est à l'aise plus avec une qu'avec l'autre. Okay. Ça, je veux dire, c'est quelque chose, on le ressent tous. On est tous plus à l'aise avec un coup de maître qu'un autre, avec une pièce qu'une autre. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté, je pense. Dis-moi si je ne me trompe pas. Mais je pense qu'on a vous avez tous une technique avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Voilà. Bon, empare-toi de cette technique de ton cœur et de ton âme, c'est très joli à dire. Ah, super, donc empare-toi-en, travaille là, garde-le en tête. La deuxième partie de la phrase est plus intéressante, mets tout en œuvre pour qu'elle réussisse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas seulement dire entraîne-toi sans relâche pour que cette technique elle marche. Quand on connaît une technique, on s'en emparer alors qu'on la connaît, on connaît les tenants et les aboutissants de cette technique. On connaît aussi dans quelle situation elle marche. C'est obvious ça que je veux dire. C'est important de remettre en place les choses qui me paraissent obvious, parce qu'en fait ça n'est pas tant que ça sur la fin. Donc je connais cette technique, je sais contre quoi elle marche, je sais dans quelle situation elle marche. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle fonctionne? Est-ce que je dois juste travailler moi cette technique et la connaître par cœur et la faire par cœur et la faire bêtement en combat pour qu'elle marche? Ou est-ce que parce que je la connais, je peux faire en sorte que mon adversaire la subisse? Qu'elle marche pour mon adversaire. En fait, forcer l'adversaire dans la situation que je veux qu'il soit pour qu'elle marche. C'est ça que ça dit. Hein. Mettre tout en œuvre pour que cette technique elle marche, c'est pas juste s'entraîner sans relâche sur cette technique. C'est établir un plan qui va amener mon adversaire dans la situation d'écrit manuscrit. La situation d'écrit manuscrit, c'est toujours ton adversaire est dans cette posture-là. Il est comme ci, il est comme ça. Ce coup va marcher s'il est comme ci, s'il est comme ça. Tout notre but, quand on a un plan basé sur une technique qu'on maîtrise, c'est de faire en sorte que l'adversaire soit là où on veut qu'il soit. Okay, de maîtriser le combat, de maîtriser son adversaire. Okay, d'en faire vraiment l'outil pour réaliser notre plan. Donc on est actif sur le commandement de l'adversaire. À quel moment on est actif sur le commandement de l'adversaire? Dans le Zutrecht. C'est en grande partie. Et ensuite dans la remontée. Donc en fait, une fois que j'ai, parmi les techniques maîtrisées, la technique que j'ai choisie, okay, parmi celles que je maîtrise, cette technique, elle a des clauses pour qu'elle réussisse. Okay. Ces clauses dépendent de mon adversaire doit être dans telle distance, il doit être en telle garde, je dois l'amener de cette façon. Et si je le fais, si j'ai rempli toutes ces clauses, ma technique fonctionne. Je vais vous donner un exemple concret, tout de suite. Vous connaissez tous le Kump. Le Kump, ça vous dit quelque chose? Le Kump, vous connaissez. Je vais prendre une épée. Jérémy, est-ce que tu peux prendre une épée, s'il te plaît? C'est une feuille exactement là. Idéalement la mienne. Non, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Je ne veux pas prendre une épée qui n'est pas à moi si je ne sais pas qui elle est. Elle est à qui cette épée? Je peux t'emprunter? On va se mettre derrière Jérémy pour que tout le monde puisse voir. C'est un cas que je représente souvent. Parce que le Kumpao, si on regarde la tête, on a l'impression d'être passif. C'est-à-dire qu'on attend de recevoir. Si on ne fait pas un coup de combat en décalé, mais toi, en quoi, si je ne fais pas ça, pour venir attraper derrière la garde avec un coup offensif, sachant que je n'aime pas trop ce coup-là, parce que si lui, au revanchard, il va m'en mettre une, on va faire une double, c'est dégueulasse. Bon, le coup, d'habitude, on le voit comme une réponse à une attaque. Il m'attaque tête, hop, je vais faire un coup. Ok? Problème, je suis passif. J'attends qu'il m'attaque tête pour faire un coup. Les germaniques mettent l'accent sur celui qui a le vol, celui qui a l'initiative en combat. On est tous d'accord, si vous avez fait de la germanique, pour dire que Lichtenauer, la règle, une des règles principales de Lichtenauer en affrontement, c'est tu dois avoir le vol, tu dois avoir l'avant, tu dois avoir l'initiative sur ton adversaire, le premier à frapper. Le premier à frapper, pas forcément. Le premier est réfractif. Okay. Maintenant, j'ai choisi le coup. Et de cette façon-là, le coup, il est passif. Je suis dans le nard, je suis dans l'après. J'attends qu'il me frappe pour faire mon coup. Alors bien sûr, il marche. Le problème, c'est que si je l'attends comme ça, il est pas bête. Je suis en garde, je suis en maison porte, je suis en barrière. Il sait très bien que là, ce que je peux lancer à partir de là, c'est un coup très puissant. Donc il
il est malin, il ne va pas me faire un over, là il va me lancer une pointe par exemple. Et s'il lance un stop, je n'aurai jamais le temps, j'aurai jamais le temps de faire mon coup. Et je vais être battu. Okay, parce que je suis dans l'attente. Bizarre. Le coup marche dans l'attente et les Allemands me disent qu'il faut avoir le vent. Comment je fais? Je connais mon coup, je sais contre quoi il marche et je sais contre quoi il est faible. Comment je fais pour qu'il fonctionne sans être passif face à mon adversaire? Il y a des solutions, c'est des choses qu'on va voir. Une des solutions, ce serait déjà de venir travailler mon adversaire. On est là. Je suis dans une flèche. Ok, là on a l'arbitre. Voilà. Là déjà, la pointe est là. Il est à cette pointe. Ok. Je l'empêche de me frapper. Voilà. Je dis non, c'est pas frapper, c'est une pointe. À un moment, je m'ouvre. Okay. Je suis actif sur lui. Je suis actif sur lui dans une flèche et je suis actif dans l'arbitre. C'est-à-dire que je ne donne pas. C'est une façon de mettre en place. C'est la façon que j'ai choisie. Parce que j'aime ce coup de cette façon-là. Je choisis de ne pas libérer le centre, de le menacer sans cesse. Quand vous frappez, je menace. À un moment donné, je lui donne une ouverture. Il va vouloir la prendre. Il va vouloir la prendre, c'est parce que je sais qu'il va vouloir la prendre que je peux faire l'action de la pièce. J'ai travaillé sur lui en amont pour que mon compte réussisse. C'est ça le but. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adopté un comportement de presseur, un comportement menaçant. Je ne l'ai pas laissé respirer, je ne l'ai pas laissé le frapper. Et je lui ai donné une opportunité de frappe à l'endroit et au moment où je voulais. Okay, c'est ça l'objectif. Là, c'est du travail sur mon adversaire, dans l'approche, dans le jeu. Voilà. C'était pour l'exemple. On a évoqué ça ce matin un petit peu, plusieurs fois. On a parlé de tempérament, de tendance qu'avaient les combattants. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va plutôt vouloir renforcer, est-ce que c'est quelqu'un qui va être très défensif? Il y a des gens qui connaissent l'esprit de l'épée, notamment Léo qui m'a parlé de rôle qui existe dans l'esprit de l'épée, conquérant, presseur, il y a conquérant, presseur, Contreur et blindeur. Contreur et blindeur, voilà. Moi j'appelle leur conquérant parce que leur conquérant en fait il fait du bon avec le truc. Pour le petit parallèle, le petit syncrétisme parallèle, hein. C'est pas un syncrétisme parce que je dis je fais un parallèle, je ne dis pas que ça vient là. Pour moi, image, au 15e siècle, c'est la grande époque de la théorie des humeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la théorie des humeurs. Voilà, les gens qui ont leur tempérament géré par leur vie. Alors après, ils sont allés un peu loin dans le délire, c'est-à-dire que les mecs, ils ont été à caractériser les peuples selon leurs humeurs. C'est-à-dire qu'un espagnol était forcément un sanguin machin, un allemand était forcément, je te jure. Là, c'est la limite de la chose. Par contre, ce qui est intéressant, t'es pas espagnol, toi, le passage de montée, c'est que je vais monter ces quatre humeurs. Donc, il y a sanguin, okay. Il y a colérique, phlegmatique, je vais mettre mélancolique avant. Phlegmatique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, voilà, pourquoi il me raconte ça? Les mélancoliques qui suicide avant de se... Non, c'est pas le temps de lire. C'est une bonne mélancolie. Parce que finalement, on peut le battre, c'est sanguin, colérique, et phlegmatique qui ont des tempéraments. Et il est intéressant de voir, moi, ce que je vais vous montrer là, c'est un outil. Attention, c'est pas une vérité. C'est un outil d'analyse. C'est-à-dire que comment je fais, moi, si je veux analyser mon adversaire, essayer de voir ses tendances. Alors, je ne vais pas utiliser la Bible médiévale, parce que c'est la merde. C'est la merde. Par contre, je vais essayer de voir ses tempéraments dans un spectre un peu moderne, avec une vision un peu moderne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces quatre humeurs, on a quatre postes, quatre tempéraments qui sont communément partagés par les combattants, et on a, du moins, en tout cas, on a MH. Nous avons le presseur, qui est un sanguin. Le collier, qui est un rocher. Le contreur, qui est mélancolique. Et le blindeur, qui est phlegmatique. Pour mieux expliquer le parallèle, le presseur, pourquoi le sanguin c'est presseur? Un presseur en combat, c'est quelqu'un qui, dans la zone, dans les distances, donc je refais une lisse, ok, avec, je découpe, mon adversaire est ici, je suis ici, ok. Chaque rôle s'exprime dans une distance. Et du coup, ça influe la façon dont on va se battre, on va gérer la distance sur lui. Le presseur, lui, son domaine de prédilection, sa zone de prédilection, c'est l'arbitre. Il est là. Et le presseur, il veut à tout prix aller confronter son opposant dans l'arbitre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, moi je suis presseur, je vous dire par exemple mon poste à moi, il va venir menacer, prendre le centre, le garder,
essayer d'être très chiant en fait, très chiant et surtout de laisser peu de manœuvre à l'adversaire en termes de zone. Il va dans une zone d'arbeit, et dans cette zone d'arbeit, il va le presser, il va balader sa pointe autour de ses yeux, il va l'emmerder au liage, il va le feinter pour essayer de le niquer et surtout il va essayer d'aller beaucoup en vitesse, très vite. En termes de vitesse, le presseur est quelqu'un qui, vous voyez, on va imaginer qu'il est entre 80 et 100 km/h tout le temps. Si on devait faire un encéphalogramme du presseur, ça serait ça. Ça c'est un presseur, ok? Et le presseur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut ralentir à propos pour que vous ayez l'impression qu'au moins il ralentit s'il est prenable. Et c'est quand vous croyez qu'il est prenable qu'il va accélérer, qu'il va vous punir. Ça c'est le jeu du presseur. Donc, voilà. Dans cette distance-là, il ennuie et il nourrit, il submerge son adversaire de menaces, d'attaques, de feintes, jusqu'à ce qu'en fait il crée une faille lui-même. Il compose pour créer la faille dans l'adversaire. C'est le presseur. Du coup, ça veut dire le sanguin, c'est quelqu'un qui est rapide tout le temps, nerveux. Okay. Le colérique. Le colérique, c'est la version, c'est un peu sur l'idée de l'explosivité de la colère. Okay. Quelqu'un qui d'un coup, boum, il pète un câble, c'est la colère. Le rusher, c'est quelqu'un qui, si on devait faire l'encéphalogramme du rusher, d'abord on fait presque médecine. L'encéphalogramme du rusher, c'est pas comme celui du presseur, c'est ça. Ok. C'est un grand. Okay. Passe de 0 à 100, donc il explose. Okay. Le rusher, son objectif à lui, c'est pas tant un contrôle de distance. Il s'en fout un peu. L'objectif, c'est de casser vos murs, c'est de casser votre défense. Donc un rusher, il n'a pas vraiment de distance dans laquelle il s'exprime, il veut juste que vous n'ayez pas de distance dans laquelle vous êtes en sécurité. Tout simplement. Donc le rusher, en fait, un rusher qui voit un mec qui blinde, qui est dans sa distance de fashion, le rusher va tout faire pour lui faire sentir dans la merde tout qui soit. Et du coup, ça va partir. C'est pas juste un mec qui fonce, attention. C'est ça que j'aime pas dans l'esprit d'épée, c'est que le rusher à eux, c'est souvent, en fait, c'est un poste de bien. C'est un rôle nul, le rusher, dans l'esprit d'épée. Il est très péjoratif. C'est le kamikaze, c'est le suicidaire. C'est pas ça un rusher. C'est celui qui construit de A à Z cette touche. Donc le quoi, le conquérant? Ouais, c'est celui qui. C'est ça, je mets à l'avant et, voilà. et mon action complète. Il déroule. Mais le problème, c'est que le conquérant, cette idée du conquérant là, elle correspond à la loi que je vous avais évoquée au départ. Donc en fait, tout le monde est conquérant dans ce rôle-là. Tout le monde doit avoir un plan qui l'établit, qui déroule. C'est pas juste le conquérant. C'est pour ça que tous ceux-là, ils ont un plan, ils ont une façon de créer un plan, et ils ont une façon de le dérouler. Et ils vont le faire de façon différente, et ils ne sont pas du même tempérament. C'est pour ça que j'aime pas le côté, enfin bon, on s'en fout, c'est pas le débat. Mais c'est pour ça que je n'utilise pas. Je n'utilise pas pour cette raison. Et puis parce que, donc le rusher, il veut péter ton mur, il veut détruire la fortification. Il s'oppose, on va voir comment il s'oppose, dans quelle zone il travaille tous, mais le rusher, par exemple, s'oppose au blinder. Le blinder qui veut fortifier sa zone, qui veut être en sécurité et punir. Le rusher, lui, dit non, il n'est pas en sécurité. Et d'un moment d'un seul, je vais être imprévisible, et je vais arriver, je vais contrôler, puis d'un coup, je vais te mettre un Zorn. Voilà, et je t'enfonce. Le Zorn, par exemple, c'est une pièce fait comme ça. Zorn Hort, c'est une pièce de rusher. Clairement. C'est la puissance, l'impact, et je confirme. Alors, sans vous donner de colère, je sais, mais c'est pas grave. Merci. Je parle mal allemand, mais quand même. Donc ça, c'est le rusher. Le contreur mélancolique. Et je reviens vers toi, parce que tu vois, quand tout à l'heure tu m'as parlé de ce que tu avais fait dans l'arbeit et le Fechten. Je rentre, je sors. Je suis un chat qui ne sait pas ce qu'il veut. Ben ça, c'est le contreur. C'est le mélancolique. Le mélancolique ne sait pas ce qu'il veut. Le contreur, c'est quelqu'un qui est entre l'attaque et la défense et qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que le contreur travaille dans la même zone que le presseur. Il va travailler dans l'arbeit. Il va flirter avec la limite de l'arbeit et du Fechten. Et en gros, ce qu'il veut faire, le contreur, c'est il a une dynamique où il vient vers vous. Okay, il s'impose, il gère de la distance avec vous, il est en contrôle, okay, il peut faire des menaces, mais son objectif, c'est juste de taper dans vos blancs. Et il fait tout pour vous taper. Et puis un moment, il s'en va, il revient, il ne sait pas trop, oh je tape, je ne sais pas trop. Et puis tu fais quelque chose, tiens, je te montre, de toute façon, ils attendent que ça. Okay. Donc en fait, le contreur, si on le met en opposition au presseur, la zone dans laquelle le contreur peut s'exprimer, c'est dans les creux du rythme de l'adversaire. Il veut absorber le rythme de son adversaire, ou influer sur le rythme de son adversaire, et taper dans ses moments creux. Faire du ça c'est le contreur. Et le dernier, c'est le blinder, donc le flegmatique. Flegmatique, c'est-à-dire quelqu'un de serein, quelqu'un de solide, qui n'a pas forcément un tempérament fort en force, mais par contre qui est là, et vous allez lui envoyer toute la merde du monde, et il va la gérer. Et à un moment donné, il va juste dire, ah, j'en ai marre. Je la flemme de continuer à parler, de casser. Voilà. Le blinder n'a aucun intérêt à prendre de la distance. Son intérêt, par contre, c'est de fortifier sa zone. Donc, en gros, le blinder, il s'exprime dans son coin. On va dire qu'il est dans le Fechten parce que
il ne travaille pas sur l'approche pour influer son adversaire, il va juste dire ok, ici c'est chez moi, et je vais bien te montrer que c'est chez moi, et viens. Et si tu viens, je te casse la gueule. Voilà. Ça, c'est sur le papier, on image des rôles comme ça de manière très, très carrée. Okay. Alors le cardiogramme flegmatique, ce serait. Il est mort. À un moment, il y a des soucis de dire des sens. Voilà, le contraire, ça serait l'inverse de celui-là. Il va épouser les creux de l'autre. Okay. Pareil, l'inverse, l'encéphalogramme du contreur, ça va être exactement l'opposé de celui du rusher. Tu vas essayer de s'exprimer dans les creux du rusher. Il fonctionne à l'inverse. Il n'est pas là pour imposer un rythme, il est là pour se calquer sur le rythme de l'adversaire ou influer le rythme de son adversaire sans lui pour autant accélérer les choses et contrer. Okay. Parce attention, c'est pas parce que c'est des rôles défensifs que ce sont des rôles passifs. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas juste des gars qui attendent, qui réagissent à. Ils travaillent aussi, seulement ils travaillent d'une autre façon. Ils travaillent avec d'autres types de distance, avec d'autres mouvements, avec d'autres changements de regard, avec d'autres techniques. Est-ce qu'il y a un profil qui se détache en moyenne ou c'est plus ou moins bien réparti? C'est bien réparti. Je ne vois pas de profil qui se détache, il n'y en a que 4 de toute façon. Donc après, ce qui se passe, c'est qu'on a tous une tendance majeure et une tendance secondaire. On n'est pas juste un rôle. Parce qu'à un moment donné, souvent, il y a plein de trucs, après les combinaisons, on n'a pas 36. Hein. Mais ce que je vois souvent, moi, c'est que souvent les presseurs qui sont habitués à venir à rate, s'ils passent en défensif, ils deviennent contreurs, parce qu'ils gardent la même distance. Et ça leur porte préjudice souvent. Parce qu'en gros, deux postes dans la même distance, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas la capacité de manœuvrer dans d'autres distances. Et du coup, ils se font niquer par des. Les deux, en fait, peuvent se faire contrer par un rusher. Ils travaillent dans une distance qui ne les met pas en sécurité. Et même si on a qui est défensif, le rusher peut contrer les deux, par exemple. Donc, voilà. Le mieux, c'est d'avoir vraiment un rôle. Il faut avoir dans les doubles rôles un rôle offensif et un rôle défensif. Pour donner un exemple, quand j'ai parlé avec Nicolas Manu ici présent à l'île d'Adam, et que j'ai analysé vite fait ça, parce qu'on en a discuté déjà, eh bien, Nico, ces matchs, en fait, il se faisait manger par des gars, il se faisait manger par n'importe quel presseur, parce que Nico, il était blindeur contre. Il y avait deux rôles défensifs, et il switchait entre l'un et l'autre, mais jamais il était offensif sur l'adversaire. Du coup, un presseur qui met l'impression qu'il soit ici ou qu'il soit là, il subit la pression tant qu'il arrive. Et parce qu'il hésite trop en deux rôles défensifs. Ça, c'est pour la théorie, on verra après, on va essayer de faire des exercices qu'on va faire, on va essayer de définir un peu quels sont vos rôles.